Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, mais une vraie question en sociologie. Comment est-ce qu'on fait, au juste, pour donner un sens à notre monde social? Est-ce qu'on y va avec les chiffres, les statistiques, ou plutôt avec les histoires, les récits de vie? C'est un peu le grand débat qui a secoué et même façonné toutes les disciplines. Allez, on plonge dedans. Alors voilà la question centrale, celle qui est vraiment au cœur de tout. Comment comprendre ce monde social si complexe qui nous entoure? C'est la raison d'être de la sociologie. Elle nous donne en fait une sorte de boîte à outils pour analyser tout ce qui se passe, que ce soit une simple conversation entre deux personnes ou les immenses structures qui organisent nos sociétés. Pour faire simple, la sociologie, c'est l'étude scientifique de nos relations et de nos institutions. Son but, c'est de piger un truc fondamental. Comment nos actions et même nos pensées façonnent le monde, et en même temps, comment ce monde nous façonne en retour. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin que le bon sens ou les impressions pour trouver des explications vraiment sociales aux phénomènes qu'on observe tous les jours. Bon, quel est le programme? Voici notre feuille de route. D'abord, on va poser un peu les bases de la socio. Ensuite, on va plonger au cœur du fameux débat quantitatif contre qualitatif. On va explorer chaque camp, si on peut dire, puis on verra comment, aujourd'hui, on essaie de les réconcilier pour avoir une vision beaucoup plus complète. On attaque avec le premier point, la mission de la sociologie. Elle cherche avant tout des explications sociales et pas juste des explications individuelles. Par exemple, pourquoi certains groupes réussissent mieux à l'école que d'autres? Ça, on peut le mesurer avec des statistiques, c'est clair. Mais pourquoi nos modes de vie changent-ils aussi vite? Là, il faut peut-être comprendre le sens que les gens donnent à leurs choix. La socio, elle, va chercher les réponses dans ces grandes dynamiques collectives. Et nous voilà au cœur du sujet, la grande division. C'est un débat tellement ancien, tellement fondamental, qu'on l'a même appelé une opposition rituelle dans les sciences sociales. D'un côté, on a l'équipe de ceux qui comptent, et de l'autre, l'équipe de ceux qui racontent. Ce tableau, il résume parfaitement le match. D'un côté, le quantitatif qui veut expliquer en utilisant des chiffres. Il s'intéresse aux macros, aux grandes tendances pour pouvoir généraliser. Et de l'autre, le qualitatif qui, lui, cherche à comprendre en analysant les mots, les images. Il se concentre sur le micro, sur la spécificité d'une expérience vécue. Deux mondes, deux philosophies. Allez, on commence avec le premier camp, la première équipe, le monde vu à travers les chiffres. C'est l'approche quantitative. Ici, le credo, c'est que pour être scientifique, il faut pouvoir mesurer les choses. Cette approche, elle s'appuie sur une philosophie bien précise, le paradigme positiviste. C'est la croyance que le monde social existe de manière objective, un peu comme le monde physique. Il suivrait donc des lois générales et le but du chercheur, c'est de découvrir ces lois, un peu comme un physicien qui découvre les lois de la gravité. Alors en pratique, comment ça marche? Le but du jeu, c'est d'établir des liens de cause à effet. Pour y arriver, on utilise des outils de collecte de données, comme les questionnaires qu'on te diffusait via des plateformes comme Kobo Toolbox, ou les grands sondages sur des milliers de personnes. L'idée, c'est de prendre un phénomène social super complexe, disons la réussite scolaire, et de le découper en petites briques mesurables, en variables. Le revenu des parents, le nombre de livres à la maison, le type de quartier, tout ça, on peut le quantifier. Et bien sûr, pour analyser toutes ces données, il faut des outils puissants. Il y a les logiciels statistiques classiques, comme SPSS, qui sont incontournables, mais aujourd'hui, l'analyse de données, c'est aussi beaucoup de travail sur Excel pour les premières explorations. Et surtout, quand on a d'énormes volumes de données, on va utiliser des bases de données avec du SQL comme MySQL ou SQL Server. C'est toute cette mécanique qui permet de transformer une montagne de chiffres bruts en tendances claires et en analyses pertinentes. Ok, on change complètement de perspective. On bascule dans le monde des significations avec l'approche qualitative. Là, on ne cherche plus des lois universelles, mais on cherche la profondeur, le sens, le contexte. La philosophie derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle le paradigme interprétativiste. Ça part du principe que la réalité sociale, ce n'est pas un truc qui existe à l'extérieur de nous. Non, elle est constamment construite et reconstruite par les gens. Du coup, l'objectif n'est plus d'expliquer, mais de comprendre le sens que les personnes, les acteurs donnent à ce qu'ils font. Et cette citation, elle est juste parfaite pour résumer ça. La fonction du qualitatif, c'est d'ajouter la chair frémissante du vécu autour du squelette froid de la statistique. La métaphore d'Alain Leger est magnifique. Les chiffres, c'est le squelette, la structure. Mais le qualitatif, c'est la vie, la chair, l'émotion, l'expérience humaine qui vient autour. Et la boîte à outils du qualitatif est super variée. Il y a l'entretien où on va discuter en profondeur pour capter des points de vue personnels. Il y a l'observation où on regarde les gens interagir dans leur environnement. Il y a même l'ethnographie où le chercheur va carrément vivre au sein d'une communauté pour la comprendre de l'intérieur. C'est une autre façon de collecter de la donnée.
Alors la question qui se pose, est-ce que ces deux approches sont forcément des ennemis, des rivales qui ne pourront jamais s'entendre, ou au contraire, est-ce qu'elles pourraient être partenaires? C'est vraiment là que le débat est devenu intéressant ces dernières années. Et la réponse, elle tient en un mot, un concept clé. La triangulation. C'est un peu comme en géométrie quand on utilise plusieurs points pour localiser un objet avec une précision parfaite. Eh bien, en sociologie, c'est pareil. On va utiliser plusieurs méthodes, plusieurs sources pour croiser les résultats. Le but, avoir une vision beaucoup plus solide, plus fiable, plus valide de la réalité sociale. Prenons un exemple hyper concret pour que ce soit clair. Imaginez une entreprise qui veut savoir si ses clients sont contents. Étape 1, elle fait du qualitatif. Elle organise des focus group pour laisser les gens parler, pour voir ce qui compte vraiment pour eux. Étape 2, à partir de ça, elle construit un questionnaire quantitatif. Étape 3, elle envoie ce questionnaire à des milliers de clients pour mesurer, avec des stats, les niveaux de satisfaction. Et l'étape finale, la synthèse, on combine ce quoi, c'est-à-dire les chiffres du sondage, avec le pourquoi, c'est-à-dire les discussions des focus group. Et là, on a une compréhension vraiment complète. On arrive donc à la conclusion de notre parcours. La vraie puissance de l'analyse sociologique aujourd'hui, elle ne se trouve pas dans un camp ou dans l'autre. Elle est dans la combinaison intelligente de ces deux approches. C'est comme ça qu'on arrive à peindre un tableau complet de la réalité. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Les analyses les plus fines, les plus riches, elles viennent du pluralisme méthodologique. Le choix d'une méthode, ce n'est plus une question d'idéologie, une guerre de chapelle. C'est une décision pragmatique qui dépend d'une seule chose, la question de recherche qu'on se pose au départ. La meilleure méthode, c'est simplement celle qui répond le mieux à la question. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question, une invitation à réfléchir. Pensez à un enjeu social qui vous tient à cœur, n'importe lequel. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que les chiffres pourraient bien nous révéler là-dessus? Et surtout, les histoires de qui manque à l'appel pour que le tableau soit vraiment complet, pour qu'il prenne vie. C'est en se posant cette double question qu'on commence vraiment à penser comme un sociologue.